Troisièmement, de Bouljad à Kasbat Tadla. Avant de quitter Bouljad, je m'assure de l'escorte d'un des petits-fils de Sidi Ben Daoud pour tout le temps que je passerai encore dans le Tadla. Sous cette protection, je vais aller d'abord à Kasbat Tadla, puis à Kasbat Nimlel. 17 septembre. Départ de Bouljad à 3h30 du matin. Le terrain est toujours cette grande plaine du Tadla, à ondulation légère, où j'ai déjà marché. Quant à la nature du sol, elle varie un peu, rocheuse pendant le premier tiers de la route et n'est plus que pierreuse au second. À la fin, c'est de la terre mêlée de petits cailloux. Les cultures, rares au début, augmentent à mesure que j'avance. Ce qu'elle n'occupe pas est nu en cette saison, où se met de rares jujubiers sauvages, mais se couvre, dit-on, au printemps de pâturages superbes. Beaucoup de gibier enlève un grand nombre de lièvres et de perdreaux. Il y a aussi, paraît-il, des gazelles. À 7h du matin, j'arrive à Kasbat Tadla. Avant Moulay Ismaïl, le lieu où il se dresse était, m'assure-t-on, désert. Aucun village n'y existait. Le bourg que l'on voit aujourd'hui daterait du règne de ce sultan. C'est lui qui fonda et la Kasbah et la mosquée. À lui aussi est dû le pont de l'Umrbea, pont de 10 arches, le plus grand du monde, au dire des habitants. Kasbat Tadla s'élève sur la rive droite, nord, du fleuve, qui coule au pied même de ses murs. Les eaux ont ici 30 à 40 mètres de large. Le courant en est rapide, la profondeur considérable. On ne peut les traverser qu'en des gués peu nombreux. Hors de ces points, il faudrait même, dans cette saison, se mettre à la nage. Elles sont encaissées entre des berges tantôt à 1 sur 1, tantôt à 1 sur 2, s'élevant de 12 à 15 mètres au-dessus de leur niveau. La berge gauche, sud, est la plupart du temps un peu plus haute que la droite. Les berges sont parfois rocheuses, alors le lit du fleuve l'est aussi. Mais le plus souvent, leur composition est un mélange de terre et de gravier. La Kasbah proprement dite, bien conservée, est de beaucoup ce que j'ai vu de mieux au Maroc qu'en forteresse. Voici de quoi il se compose. Premièrement, d'une enceinte extérieure en mur de pisé de 1,20 m d'épaisseur et de 10 à 12 mètres de haut. Il est crénelé sur tout son pourtour, avec une banquette le long des créneaux, de grosses tours la flanquent. Deuxièmement, d'une enceinte intérieure séparée de la première par une rue de 6 à 8 mètres de large. La muraille qui la forme est en pisé de 1,50 m d'épaisseur. Elle est presque aussi haute que l'autre, mais n'a point de créneau. Ces deux enceintes sont en bon état, point de brèche à la première. La seconde n'en a qu'une, l'arche, il est vrai. Elle s'ouvre sur une place qui divise la Kasbah en deux parties. À l'est sont la mosquée et Dar al-Makhzen, note de l'auteur, maison du gouvernement, fin de note. À l'ouest, les demeures des habitants. Les unes et les autres tombent en ruine et paraissent désertes. Je ne vis, lorsque je la visitais, qu'un seul être vivant dans cette vaste forteresse. C'était un pauvre homme. Il était assis tristement devant la porte de Dar al-Makhzen. Son chapelet pendait entre ses doigts. Il le disait d'un air si mélancolique qu'il me fit peine. Quel était cet ascète vivant dans la solitude et la prière? De lui venait ce visage désolé? Faisait-il, pécheur converti, pénitence de crimes inconnus? Était-ce un saint marabout pleurant sur la corruption des hommes? Non, c'est le qaïd. Le pauvre diable n'ose sortir. Dès qu'il se montre, on le poursuit de huée. Si la Kasbah n'est pas habitée, il y a deux faubourgs qui le sont. L'un sur la rive droite, nord, formé de maisons de pisé. Les familles riches, les juifs, y demeurent. L'autre sur la rive gauche, composé de tentes et de huttes en branchage, c'est le quartier des pauvres. Kasbat Tadla est moins peuplé que Bouljad. Il a environ 1200 à 1400 habitants, dont 100 à 150 Israélites. Point d'autre eau que celle de l'Umrbea. Elle est claire et bonne, quoique d'un goût un peu salé. Toute cette région contient du sel en abondance. J'en vois ici de belles dalles d'1 mètre de long,
sur 60 cm de large et 15 à 20 cm d'épaisseur. On les extrait non loin d'ici sur le territoire des Bni Moussa. Note de l'auteur. Le sel abonde au Maroc. D'autres salines très riches, dont l'on tire des dalles semblables à celles des Bni Moussa, se trouvent sur le territoire des Imran. Les rivières salées sont aussi en grand nombre. J'en ai rencontré plusieurs. Ce sont l'Oued Omrbea, l'Oued Rdat, l'Oued Yunil, Assif Margan, l'Oued Tessent, l'Oued Tata, Ain Imariran, Haha, etc. L'Oued Msoun, affluent de la Mlouia, est salé aussi, m'a-t-on dit. Fin de note. Kasbat Tadla ne possède point de jardin, pas un arbre, pas un fruit, pas un brin de verdure. C'est un exemple unique au Maroc. Ville, bourg ou village, je n'y ai pas vu d'autres lieux habités qui n'aient eu des jardins petits ou grands. Quatrièmement, de Kasbat Tadla à Kasbat Bni Mellel. 19 septembre. Départ à 6 heures du matin. Je traverse l'Omrbea à un gué situé auprès du cimetière et je marche droit vers le pied de la haute chaîne qui se dresse dans le sud. C'est la première des 3 grandes arêtes dont se compose l'Atlas marocain, celle que nous appelons Moyen Atlas. Elle n'a point de nom général parmi les indigènes. La portion que je vois d'ici est dite, à l'ouest, Jbel Bni Mellel, à l'est, Jbel Mhaouch. Les flancs sont tantôt rocheux, tantôt terreux, en grande partie boisés. Pente fort raide dès le pied. Escarpements fréquents. Dans les vastes forêts, le gibier abonde. À côté des perdrix, des lièvres, des sangliers, des singes, on y trouve le lion et la panthère. Tels sont ces premiers hauts massifs de l'Atlas, monts élevés et sauvages, au pied desquels s'arrêtent à la fois et la plaine et le pays du Tadla. Là commence le territoire des Aïtsri, puissante tribu tamazirte qui couvre de ses villages et de ses tentes toute la chaîne qui est devant mes yeux. Du lit de l'Oued Omrbea au pied de la montagne, ce n'est qu'une large plaine, unie, comme une glace. Pas une ondulation, pas une pierre. Le sol est une terre brune, des champs le couvrent en entier et s'étendent à perte de vue. Des ruisseaux à eau claire et courante, une foule de canaux les arrosent. Ce sont les cultures des Qtaya, l'une des tribus du Tadla. Au bout de 2 heures de marche, nous nous engageons au milieu de leurs douars immenses et superbes, composés chacun de plus de 50 tentes, distants à peine d'1 kilomètre les uns des autres. Ils forment 2 longues rangées qui s'étendent parallèlement au pied de la chaîne et se développent en ligne noire jusqu'à l'horizon. Alentour paissent chameaux, bœufs et moutons, en troupeaux innombrables. À 9 heures, nous arrivons au pied des montagnes. Nous le suivons jusqu'au gîte. La contrée est enchanteresse. Point d'heure où l'on ne traverse un cours d'eau. Point d'heure où l'on ne rencontre un village, des vergers. C'est d'abord l'Oued Drna, que nous franchissons au milieu des jardins de Tegzirt, bourgade que nous laissons à notre droite. Puis, c'est Fchtela, avec la célèbre Kasbah de ce nom, si importante naguère, déchue aujourd'hui. Enfin, c'est l'Oued Foum-Lansar avec Aït Saïd. Nous nous arrêtons quelques instants à Fchtela. De la Kasbah construite par Moulay Ismaïl sur le modèle de celle de Tadla, il ne reste que des ruines imposantes. Le village actuel y est adossé. Il n'a pas plus de 250 à 300 habitants. Ceux-ci ne comptent avec aucune tribu. Cet endroit est un petit centre à part, siège d'une zaouïa dans les chefs, qui sont en ce moment 2 frères, Sidi Mohammed Shrif et Sidi Hassan, sont souverains absolus du lieu. Fchtela est situé sur les premières pentes de la montagne, parmi des côtes ombragées d'amandiers, au pied de grands rochers où une foule de ruisseaux bondissants en cascades tracent des sillons d'argent au milieu de jardins merveilleux comparables à ceux de Taza et de Sfro. Un peu plus loin est Aït Saïd. Nous y arrivons à midi. C'est le terme de notre marche d'aujourd'hui. Les cours d'eau que j'ai traversés chemin faisant sont les suivants. Oued Omrbea, 40 mètres de large,
90 centimètres de profondeur. Oued Drna, torrent impétueux, eaux limpides et vertes roulant au milieu de quartiers de roc dont est semé le lit. Au gré où je l'ai passé, il avait 25 mètres de large et 70 centimètres de profondeur, mais sa largeur habituelle n'est que de 15 à 20 mètres. Oued Ftala, gros ruisseau, 2 mètres de large, 40 centimètres de profondeur, descend par cascade de la montagne. Oued Fumlansar, 3 mètres de large, 40 centimètres de profondeur, prend sa source à une centaine de mètres en amont du village d'Aït Saïd. J'ai rencontré aujourd'hui un assez grand nombre de personnes sur le chemin. Aït Saïd est un gros village de 300 à 400 maisons, le principal de la fraction de ce nom. Il est situé au bas de la montagne, à la bouche d'un ravin profond, Fumlansar, où 6 sources qui donnent naissance à un beau torrent jaillissent du pied de roches immenses. Ces roches, murailles à pic d'une hauteur prodigieuse, dominent le village. Vers leur partie supérieure apparaissent les ouvertures béantes de cavernes creusées presque symétriquement dans leurs flancs. Quels ouvriers ont façonné ces étranges demeures? À quelle race appartenaient-ils, ceux qui escaladaient ainsi les parois lisses du roc par des chemins inconnus? C'étaient sans doute des chrétiens, puisque rien ne leur est impossible. Aujourd'hui, nul n'y peut atteindre. Malheur à qui tenterait de monter vers ces retraites mystérieuses. Des génies en défendent l'accès et précipiteraient le téméraire au fond de la vallée. À partir d'ici, je rencontrerai souvent des cavernes de ce genre. Je les signalerai chaque fois qu'il s'en présentera. Ils abondent dans la partie de l'Atlas que je vais traverser. Il est rare d'y trouver un village auprès duquel il n'y en ait pas. La plupart d'entre elles sont placées en des points inaccessibles. Il y en a de 2 sortes. Les unes s'ouvrent sans ordre à la surface des rochers. L'œil ne distingue que plusieurs trous sombres percés au hasard et isolés de leurs voisins. Les autres, au contraire, sont creusées sur un même alignement. En avant des ouvertures, on voit le long de la muraille une galerie taillée dans le roc qui met en communication les cavernes. Cette galerie est fréquemment garnie à l'extérieur d'un parapet en maçonnerie. Quand des crevasses se présentent et coupent la voie, les bords en sont reliés par de petits ponts de pierre. Souvent, des rangs semblables sont étagés par 2 ou 3 sur une même paroi rocheuse. Ces cavernes bordent certaines vallées sur une grande longueur. Le petit nombre d'entre elles qui sont accessibles servent à emmagasiner les grains ou à abriter les troupeaux. J'en ai visité quelques-uns. Ils m'ont frappé par leur profondeur et par leur hauteur, mais presque toutes sont inabordables. Aussi les légendes les plus fantastiques ont-elles cours à leur sujet. Ces demeures extraordinaires, paraissant choses aussi merveilleuses que les bateaux à vapeur et les chemins de fer, on les attribue aux mêmes auteurs, à des chrétiens des anciens temps que les musulmans chassèrent quand ils conquirent le pays. On va jusqu'à citer les noms des rois, surtout des reines, à qui appartenaient ces forteresses aériennes. Dans leur fuite, ils abandonnèrent leurs trésors. Aussi, pas un indigène ne doute-t-il que les cavernes n'en soient pleines. D'ailleurs, ne les a-t-on pas vues? Ici, c'est un marabout, là, c'est un juif qui, se glissant entre les rochers, pénétrant dans les grottes profondes, a aperçu des monceaux d'or, mais nul n'a pu y toucher. Tantôt des génies les gardaient, tantôt un chameau de pierre, animé et roulant des yeux terribles, veillait sur eux. Ailleurs, on les entrevoyait entre 2 roches qui se refermaient d'elles-mêmes sur qui voulait franchir le passage. On m'a cité un lieu, Amzrou, sur l'Oued Drna, où, d'après des rapports de ce genre, les habitants sont si convaincus de l'existence de richesses immenses dans des cavernes du voisinage qu'ils y ont placé des gardiens pour qu'on ne les enlevât pas. Pendant ma route d'aujourd'hui, j'ai remarqué sur les pentes de l'Atlas, soit isolées, soit dominant des villages, un grand nombre de constructions semblables à de petites rasbas, à des châteaux. C'est ce qu'on appelle des terramt. Note l'auteur. Au singulier, terramt. Au pluriel,
Tegremten. Fin de note. La forme ordinaire en est carrée, avec une tour à chaque angle. Les murs sont en pisé d'une hauteur de 10 à 12 mètres. Ces châteaux servent de magasin pour les grains et les autres provisions. Ici, tout village, toute fraction a une ou plusieurs Teghremt, où chaque habitant, dans un local particulier dont il a la clé, met en sûreté ses richesses et ses réserves. Des gardiens sont attachés à chacune d'elles. Cette coutume des châteaux-magasins que je vois ici pour la première fois est universellement en usage dans une région étendue. D'abord dans les massifs du Grand et du Moyen Atlas, sur les deux versants depuis Qsab el-Shorfa et depuis les Ait Youssi jusqu'à Tizenglaoui, puis sur les cours tout entiers de l'Oued Draa et de l'Oued Ziz, ainsi que dans la région comprise entre ces fleuves. À l'ouest de Tizenglaoui et du Draa règne une autre méthode, en vigueur dans la portion occidentale de l'Atlas et du Sahara, de l'Oued Draa à l'océan, celle des Agadir. Nom de l'auteur. Au singulier, Agadir. Au pluriel, Igoudar. Fin de note. Là, ce n'est plus le village qui réunit ses grains en un ou plusieurs châteaux, c'est la tribu qui emmagasine ses récoltes dans un ou plusieurs villages. Ces villages portent le nom d'Agadir. Vers Taznacht, je les verrai sur ma route remplacer les Teghremt. Dans la première région, chaque hameau, en temps d'invasion, peut opposer séparément sa résistance. Dans la seconde, la vie de la tribu entière dépend d'un ou deux points. Dans l'une, j'aurai chaque jour le spectacle d'hostilité de village à village. Dans l'autre, ce n'est qu'entre grandes fractions qu'on se fait la guerre. 20 septembre. Départ à 10 heures du matin. Le chemin continue à longer le pied de la montagne. Sol terreux, sommet de quelques pierres, à gauche l'Atlas rocheux et boisé, à droite la plaine du Tadla s'étendant à perte de vue comme une mer. Aussi loin que l'œil peut distinguer, elle est couverte de cultures. À midi, j'arrive à Qasbat Bnimlal, où je m'arrête. Qasbat Bnimlal, qui porte aussi le nom de Qasbat Belkouch, est une petite ville d'environ 3000 habitants, dont 300 Israélites. Elle est construite au pied même de la montagne, sur une côte douce qui joint celle-ci à la plaine. De superbes jardins tapissent cette côte. Vers le nord, ils s'étendent fort loin. Au sud, ils s'arrêtent brusquement devant une falaise de pierre qui se dresse à 1 kilomètre de la ville. Au pied de cette muraille jaillissent du sein du rocher les sources qui arrosent Qasbat Bnimlal. Les eaux en sont d'une pureté admirable et d'une abondance extrême. On les a répartis en 6 canaux. Chacun d'eux forme un ruisseau de 2 mètres de large et de 30 centimètres de profondeur. Ensuite, ils sont distribués à chaque maison, à chaque clos, par une foule de petits conduits courant en toutes directions. Bien que ces eaux forment un volume total considérable, ils se perdent dans les jardins de la ville et dans la plaine du Tadla, sans atteindre l'Omorbir à leur confluent naturel. Et l'on est de même des divers cours d'eau que j'ai traversés hier après l'Oued Drna. Leurs eaux sont captées au sortir de la montagne pour les irrigations. Il ne leur en reste plus en arrivant en plaine. Ce n'est que l'hiver que leurs lits se remplissent et qu'ils gagnent l'Oued Foum el-Ansar, l'Oued Drna, l'Oued Bni Mellal, l'Omorbia. Les constructions de Qasbat Bni Mellal, comme toutes celles que j'ai vues depuis le 17 septembre, sont en pisé. Les maisons ont un premier étage, de même qu'à Mouljad et à Qasbat Tadla. Point de minaret dans la ville même. Il y en a un au milieu des jardins, à la zaouia de Sidi Mohammed Belqasem. Une vieille kasbah aux murailles hautes et épaisses, mais tombant en ruine, quoiqu'elle ait été, dit-on, restaurée par Moulay Slimane, est le seul monument remarquable. Au centre du bourg se trouve le marché, semblable à celui de Bouljad. Les produits européens en vente sur ce dernier se rencontrent également ici. Ils viennent soit de Dalbida, soit plutôt de Marrakech. Tous les 15 jours, une caravane d'une douzaine de chameaux arrive de cette capitale. Elle ne met que 4 journées à faire le trajet.
Au contraire, la route de Dar el-Bida est longue. Elle passe par Bouljat. La ville a l'aspect propre et riche. Rues larges, maisons neuves et bien construites. Elle doit sa prospérité à ces immenses vergers dont les fruits s'exportent au loin. Les jardins de Rsbat Ben Mellal, comme ceux qui sont échelonnés dans la même situation au pied de l'Atlas, sont d'une richesse merveilleuse. Ce qu'était au nord Chaoun, Taza, Sfrou, nous le retrouvons ici à Takzirt, à Fchtala, à Rsbat Ben Mellal, à Dmnet. Les trois premiers de ces lieux et d'autres places plus à l'est fournissent tout le tadla de leurs fruits. Bouljad même ne mange guère que de ceux-là. Ces fruits consistent en raisins, figues, grenades, pêches, citrons et olives, aussi remarquables par la qualité que par l'abondance. Deux caïds résident ici. Ce sont des caïds impatribus, comme ceux des Zayan et de Rsbat Tadla. Cependant, le sultan avait en ce lieu, il n'y a pas longtemps, un parti assez nombreux, et s'était produit un fait que j'ai remarqué dans d'autres contrées insoumises, surtout dans celles qui étaient riches et commerçantes. Une partie de la population, considérant les obstacles que l'anarchie mettait à la prospérité du pays, songeant aux dévastations continuelles de leurs terres, résultat des guerres avec les tribus voisines, regardant combien le trafic était difficile à cause du peu de sûreté des routes, s'était prise à désirer un autre régime, à souhaiter l'annexion au Bled el-Mrzen. Ces idées étaient depuis quelque temps celles d'un tiers des habitants de Rsbat Ben Mellal. Les autres restaient attachés à leur indépendance et rejetaient toute pensée de soumission. Sur ces entrefaites, il y a 5 mois environ, Moulay Hassan, à la tête d'une armée, envahit le Tadla. Il arrive devant Rsbat Ben Mellal. À son approche, tout ce qui lui était hostile abandonne la ville et se retire dans la montagne. Le parti du sultan reste et lui envoie une députation l'assurer de son dévouement. Comme réponse, il impose les Ben Mellal de 50 000 francs. Les présents payeront pour les absents. Inutile d'ajouter, aujourd'hui, il n'y a plus de parti du Marzen dans la Kasbah. J'ai dit plus haut que, dans d'autres portions du Maroc, j'avais trouvé des tribus disposées à échanger leur indépendance contre les bienfaits d'une administration régulière. Ainsi, en 1882, plusieurs tribus du Haut-Souss se sont de leur propre gré soumises au sultan. Mais partout le dénouement est le même. On ne tarde pas à s'apercevoir que le Marzen n'est rien moins que le gouvernement rêvé. Pas plus de sécurité qu'auparavant. Les voleurs plus nombreux que jamais, enfin les rapines des caïds, ruinant le pays en un an puisque ne l'eussent fait 10 années de guerre. Aucun bien ne compense de grands maux. Aussi cet état ne dure-t-il pas. Après 2 ou 3 ans de patience, souvent moins, voyant qu'il n'y a rien à espérer, on secoue le joug et on reprend l'indépendance. Note de la rédaction. Dans ses chroniques intitulées Al-Istiqsaf et Akhbar al-Maghrib al-Aqsa, enquête sur les chroniques de l'extrême Maghreb, Al-Nasiri, qui a rédigé son ouvrage sous le règne du sultan Moulay Hassan, ne mentionne pas l'incident de Ben Mellal ni la campagne de Tadla en 1883. Elle évoque néanmoins une escarmouche en 1879, lors du passage du sultan et de sa mhalla à travers le Tadla en direction des Bnimtir, près de Meknès. Dans le prochain épisode, nous aborderons le récit d'Al-Nasiri après avoir présenté la version de l'Hajj Driss Sherqawi, rapportée par Dufoukou, version confirmée par le récit de l'Hajj Salem al-Abdi, un ancien officier de la garde chérifienne, comme elle a été relatée dans le Maroc au temps des Méallas, de Louis Arnaud. Fin de note. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.